Bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au menu de ce soir, de cette édition du 17 août 2020, nous parlons des cours de vacances et interdictions formelles dans tous les établissements secondaires publics et privés au Cameroun cette année 2020. À Assomption 2020, l'Église implore l'intercession de Marie, mère de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'harmonie dans les familles et pour la victoire sur Covid-19. Ce sont les deux thèmes de ce soir. Mais avant, je vous suggère de prendre des informations en langue anglaise avec Gladys Asungwana. Good evening. Good evening, Giselle. I'm smiling, but there's something scaring here. You say that suspected explosives were discovered today at the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. Exactly, Giselle. No need to panic because calm has returned at the Ministry of Public Service and Administrative Reforms after an insulin beeper wrapped in a parcel from the Far North region were found this morning in the main building of the ministry, according to the Minister Joseph Lay. There was no damage was caused, and personnel and collaborators can resume work as security measures have been put in place for their safety. Investigations are ongoing to fish out the perpetrators who placed the suspected explosives. Meanwhile, members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism are meeting today in Yaoundé via a video conference chaired by its president, Peter Mafani Musonge. They are strategizing ahead of a deployment to the various ministries in the days ahead to evaluate how far the implementation of bilingualism has been. Now, there has been widespread condemnation of manslaughter following the brutal killing of a woman in Moyoka by separatist fighters. Human Rights Watch condemns the act and requests that the perpetrators be sanctioned accordingly by the United Nations Security Council. Is Formoso. Separatist abuse continues in Southwest. Words of Human Rights Watch in its publication of August 14. She joined others to frown at the heinous crimes committed in Moyoka Southwest region of Cameroon. Separatists continue to commit serious human rights abuses in the Anglophone regions with near total impunity. Human Rights Watch acknowledges that the crime is authored by separatists. The international organization demands that sanctions be dished out accordingly. Their leaders should immediately end the violence against civilians, and Cameroon's international partners and the United Nations Security Council should impose targeted sanctions on separatist leaders responsible for these abuses. However, the report quotes separatist leaders who condemned the killing and denied responsibility. In preparation of the 2021-2023 financial budget, some major aspects have been put as priority by the Prime Minister Joseph Dion Ngute through the Minister of Finance Louis Paul Motaze. The aim is to boost the economy of Cameroon with efforts on growing the Made in Cameroon industry. Laura Bate-Eya with a review of the Economic and Monetary Programming document. Concerning specifically the 2021-2023 Economic and Budgetary Programming document, the Minister of Finance indicated that it was drawn up marked by the significant contraction in the economic activity of a global scale due to the health crisis linked to the coronavirus pandemic. From this perspective, public action for the period of 2021 to 2023 will primarily focus on controlling the health situation and mitigating the impacts of the COVID-19 pandemic. It will also concern the pursuit of the implementation of the recommendations of the Grand National Dialogue, in particular, the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. Acceleration of the decentralization process is also on the list. The gradual deployment of universal health coverage is also an aspect of the discussion. Maintaining security monitoring throughout the national territory and finalizing major first-generation projects, in particular those relating to the 3-year emergency plan for young people and the organization of Shan 2021 and Can 2022.
Various types of facilities will also be granted to national producers with a view to promoting the Made in Cameroon label. At the end of the debate, following this presentation, the Prime Minister asked the Minister of Finance to refine the proposed budgetary guidelines and give him a feedback. Rating agency Moody's says Cameroon displays good stability and strength, allowing it to cope with the repercussions of the coronavirus. The agency, via its investor service, recently revised its sovereign ratings for African and Asian countries, including Cameroon. Our reporter Emanuela Moni takes a deeper look at the list. The country has seen the renewal of its B2 rating accompanied by a prospect of stability. This stable outlook reflects Cameroon's ability to cope with the novel coronavirus. Cameroon sees the renewal of its B2 rating 5 notches below Senegal and Côte d'Ivoire, with a stable outlook including the review initiated on May 27th. The review of the downgrade reflected Moody's assessment that the country's participation in the G20 debt service suspension initiative has increased the risk that private sector creditors will suffer losses. While the country continues to believe that the implementation of the G20 initiative poses risk for private creditors, the decision to conclude the review and confirm the rating reflects Moody's assessment that at this stage for Cameroon, these risks are correctly reflected in the current B2 classification. The two rare investments grade in the sub-Saharan Africa region, namely Senegal and Côte d'Ivoire, retain a B3 rating. The latest investment grade level from Moody's, meaning average value quality, level of credit risk, moderate, likely to have certain speculative characteristics. However, Côte d'Ivoire is given a stable outlook, while Senegal is in a negative outlook. Gladys Assou, there's no holiday classes this year. Yes, and heads of secondary schools are effectively implementing the ministerial order compelling them to stop holiday classes. Yvonne Ako says the fear being sanctioned, though many believe holiday classes would have been a great initiative, given that schools have been halted for close to 7 months. Her report. The ministerial order states that any school that goes contrary to the decision will be sanctioned. To most school authorities in Yaoundé, it is obedience before complaint. We have received this information as an order. We must obey at this order. Some parents had already enrolled their children for holiday classes. We receive every day parents and give them back their money. Schools have been interrupted for close to 7 months since the start of COVID-19. School authorities say holiday classes would have been a moment for catch-up. If they come back to school, they will study in order to be ready to the new class. The authorities also say the next academic year promises to be very challenging. The classes will resume at October 5. We will have much work, but few times to do this work. Students will therefore have to devote themselves to other educational recreational activities or take up new hobbies to occupy themselves during this holiday period. Let's now listen to some parents reacting to the decision made by the Minister of Secondary Education forbidding the organization of holiday classes in the country, which is in line with government's measures to stem the spread of COVID-19. They were talking to Cynthia Boyomo. As a parent and as a pedagogue, I don't think that abolishing holiday classes is proper. When the child or student is on the desk, on the keyboard, it masters the keyboard very well. I'm a chemistry teacher. If you don't master a periodic table, you will not know the names of the metals and their symbols. So to me, I think it's not proper. Maybe for some security reasons, they want to abandon it, but I think we shall come back to it. It's really necessary that the children should go for holiday classes because they have been used to it. If they have really abolished it,
I don't think the children will not also be happy because they are in the houses. They are saying, I want to go to school, Mama. What is it that we have put long in the houses and we are not going to school? For my own opinion, I think it's not really a good idea for the minister, but because the barrier methods are not being followed. The markets are still being crowded. The ministry is being crowded, nobody putting on face masks, just few people. Everybody does his or her own thing the way they like. Hand washing points not even available in the economic capital. Restricting children from going to school, I don't think it's a good idea for the minister. And in sports, Cameroonian football players abroad had a fair performance over the weekend. Kyle Toko Ekambi helped his club Lyon to a second UEFA Champions League semi-final appearance. Let's now get the full performances or club performances of the Lions with our reporter Daniel Ekonde. In all competitions since he teamed up with Lyon in January from Villarreal. In Belgium, defender Michael Gade continues a struggle with his Ghent team in the new season. Gade's side lost 2-1 to Kortrijk in the country's top flight. It is their second loss in 2 games played so far in the league. German second-tier club Hannover 96 had Cameroonian forward Frank Evina as one of their scorers in a friendly game this weekend against Dutch club Roda JC. Evina scored for the second time in a row as the Germans continue their preparation for the next football season. While in Russia, Klintinger failed to put Dynamo Moscow ahead in their game against Roto. On his 27th birthday, the striker saw his side to a goalless draw. They are now second on the table. And Daniel's report puts an end to the news updates this evening, Giselle. Thank you for coming. I hope to see you soon. God willing. Mesdames, Messieurs, vous regardez Toilette sur CRTV News. On va prendre une légère respiration et un appel tout de suite après. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ce soir, au bout du fil, ce sera Catherine Toulou-Elanga. C'est une correspondante de CRTV News qui vient de suivre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Cathy Toulou, si vous êtes là, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, Gisèle Onguéné. Je vous entends pas bien. Bonsoir. Bonsoir, Gisèle Onguéné. Alors, vous avez été à la suite du ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui vient de descendre sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest pour voir le processus d'intégration des nouvelles recrues dans le secteur judiciaire. Mais avant d'aborder ce que vous avez vu après lui, je voudrais quand même savoir si vous confirmez que c'est plus de peur que de mal ce qui s'est produit aujourd'hui au ministère, même dans les services centraux, on aurait retrouvé un minuteur dans un carton de dossier en provenance du Nord. Effectivement, plus de peur que de mal, on peut se targuer de le dire, Gisèle Onguéné, parce que les personnels du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont été pris de panique cet après-midi après la découverte d'un objet suspect repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs au 2e étage du bâtiment. Donc c'est un personnel qui a été véritablement secoué psychologiquement par cette nouvelle, peu ordinaire, comme vous le savez. Mais par mesure de précaution, ce personnel a été évacué après l'alerte
et les services de sécurité ont procédé à la fouille systématique du bâtiment. Comme vous pouvez l'imaginer, un objet similaire aurait pu également se retrouver dans un autre lieu moins visible du bâtiment. Alors, pour ajouter une autre information, l'objet suspect récupéré donc sera analysé pour en déterminer la nature exacte. Mais justement, ce qui est bien, Gisèle, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels ni de pertes en vie humaine, mais le bâtiment s'est révélé également très loin de toute menace explosive. Non, ça veut dire que les mesures de sécurité ont été renforcées par ailleurs? Exactement, des mesures rigoureuses, parce qu'il faut bien mettre l'accent dessus. Des mesures rigoureuses ont été prises et de façon définitive pour filtrer toutes les entrées au sein du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative désormais. D'accord. Alors, si on revenait sur ce que je vous disais tantôt, vous avez été au nord-ouest, au sud-ouest, à la suite du ministre de la fonction publique pour voir, il est certainement descendu pour visiter les acteurs du système judiciaire. C'était une visite de courtoisie, d'inspection, d'encadrement? Alors, c'était beaucoup plus une visite de travail, je veux dire, de courtoisie, oui, si vous voulez, mais c'est dans la région du sud-ouest principalement. D'accord. Je vais donc aller faire le bilan de l'opération de recrutement spécial à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM de 50 auditeurs de justice et 30 élèves greffiers d'expression anglaise pour l'exercice 2017 à 2020, dans 4 ans. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une opération qui a plusieurs enjeux, principalement. D'abord, c'est une mission qui a été confiée par le chef de l'État, d'où sa très haute importance, mais également en mémoire, vous vous rappelez très bien que cela s'inscrit dans le cadre de la prise en compte des préoccupations exprimées par certains avocats anglophones, à côté de nombreux autres décidés dans la perspective de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, tout cela a été mis en musique à travers une commission ad hoc chargée de ce recrutement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment s'est déroulé le recrutement? Oui, exactement. Cette commission, déjà, était composée des représentants des diverses administrations, notamment la présidence de la République elle-même, les services du Premier ministre, le ministère des Finances, la Justice, l'enseignement supérieur, évidemment le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et même l'ENAM. Alors cette commission ad hoc avait pour mission de concevoir, coordonner et même évaluer les opérations qui concouraient à ce recrutement spécial. Et je voudrais rappeler qu'elle était chargée de la réception des dossiers de candidature, de la constitution du choix des sujets, mais un élément très important, l'authentification des diplômes des lauréats. Vous savez, à un moment donné, on a beaucoup parlé de la question de faux diplômes, dont cette commission avait également pour but. Tellement agréable à écouter. Dites-moi, que deviennent les premiers lauréats, de la première promotion, les lauréats de la première promotion? Alors, je dois d'abord préciser que la toute première promotion, c'était en 2017. Oui. Donc, ils sont recrutés, ils ont achevé leur formation à l'ENAM et ils sont mis à la disposition du ministère de la Justice pour emploi. Ils sont justement parmi les jeunes auditeurs de justice qui viennent d'être intégrés et affectés au terme de la série de décrets présidentiels signés le 10 août, le 10 août 2020, sur nos antennes de la CRTV. Donc c'est une grande première, on peut le dire, parce que le corps judiciaire camerounais enregistre 50 premiers magistrats formés au Cameroun et spécialisés dans la common law. Donc c'est en tout cas la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à Boya trouve tout son sens. Catherine Toulou-Elanga, merci infiniment pour cette contribution à Twilight. On espère vous avoir sur ce plateau dans quelques jours pour d'autres informations. Au plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, vous regardez Twilight. On va prendre une grande respiration puis aborder le premier thème de ce soir.
CRTV News, I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre risque. Beaucoup de taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'ils pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. You have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent même pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonico. Vous avez fait au tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous rejoindre à l'instant. Nous allons donc entamer le premier thème de ce soir et pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio, sur ce plateau, Monsieur Armand-Pierre Vemeux. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. C'est un rituel chez nous. Merci. On se désinfecte les mains. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Merci infiniment. Vous êtes quand même un habitué des plateaux de la CRTV. Vous êtes bien le coordinateur de l'Observatoire national de la jeunesse, ONJ. Oui, tout à fait. Alors, sur ce soir, avec vous, on parle des cours de vacances, interdiction formelle dans les établissements secondaires publics et privés au Cameroun cette année 2020. On peut peut-être le voir sur le catchphrase en dessous de l'écran. C'est probablement écrit « C'est les vacances, fermez vos cahiers ». Ce n'est pas une faute de français, c'est bien pour savoir qu'on parle des enfants, des élèves. Vous savez, vous êtes au courant que le ministre des enseignements secondaires a ce week-end émis un communiqué de presse demandant d'arrêter tout ce qui a été en ce sens-là. Alors, vous êtes un encadreur, vous êtes bien conseiller. Principal de jeunesse et d'animation. Vous faites partie de la communauté éducative. Absolument. Quel rapport avez-vous avec les cours de vacances? Alors, merci déjà, Gisèle, de l'opportunité que vous me donnez. Je dois déjà dire que je voudrais répondre à cette question sous deux prismes. D'abord, une question ordinaire qui se pose régulièrement à l'occasion des vacances et une question qui arrive à un moment où la conjoncture nous oblige à un certain type de comportement. Alors, compte tenu du second aspect qui est la conjoncture, on peut admettre que avec des contraintes qui nous ont été imposées par la survenue de la pandémie liée à la COVID-19, on peut admettre qu'il y a une nécessité de rattraper quelque chose dans la mesure où, depuis pratiquement le mois de mars, certaines écoles, certains jeunes ont carrément arrêté avec l'école, avec le départ, les cours, les apprentissages qu'ils faisaient. En présentiel. En présentiel. On peut avoir l'impression qu'il y a eu du retard qui a été accusé. Dans ce sens-là, on peut peut-être l'admettre parce que si je prends le cas de ceux qui sont dans les classes intermédiaires, ils n'ont pas tous repris le 1er juin. Et même les cours en ligne, ce n'était pas très évident. Cela a été fait beaucoup plus pour ceux qui étaient dans le cas d'examen. Alors, sur ce prisme-là, je dirais que les vacances pourraient être considérées comme des moments de rattrapage entre guillemets. Je mets rattrapage entre guillemets et je fais tout de suite la transition vers ma conviction en moi. Pour dire rattrapage dans la mesure où ce sont les politiques publiques qui définissent le processus, qui définissent les modules de formation, qui définissent l'ensemble, qui arrêtent l'ensemble des curricula et qui arrêtent même le calendrier. D'accord. Alors, jusque-là, on ne peut pas dire que pour l'année qui va venir, on va accuser un retard. Certainement que le gouvernement sait comment il va faire pour rattraper ce qui apparaît
comme des contraintes en termes de retard. Ça, c'est une chose. Et comme je dis, je faisais la transition, c'est pour revenir sur un aspect. L'année scolaire, ou alors l'année, l'exercice budgétaire, c'est-à-dire si nous partons de janvier à décembre, est encadré par un ensemble d'activités. Tout à fait. Au cours, parmi ces activités, il y a effectivement une période que l'on peut qualifier de période essentiellement scolaire, où les jeunes, les populations, les encadrés de la communauté éducative est dans le transfert des compétences, l'acquisition des connaissances. C'est une période. Maintenant, il y a régulièrement des périodes que je pourrais considérer des sortes de breaks, d'arrêt des apprentissages. Et ce moment-là, c'est également des moments qui sont bien régis, bien réglés, bien organisés, pour que cette impression de déperdition qui s'annonce soit plutôt une occasion pour les jeunes d'acquérir d'autres compétences. Et c'est là où je dis, la période des vacances devrait être une autre période où le jeune, au-delà des compétences qui vont dans le sens des habiletés, des connaissances, livresques, il peut se mettre à apprendre d'autres métiers. Ou à développer d'autres aptitudes. D'autres aptitudes. Prenons le cas de ceux qui, pendant ces périodes, font la pratique sportive, des compétitions, des championnats. D'accord. Il faut y voir un ensemble des activités beaucoup plus socio-éducatives. Parce que c'est des moments où les jeunes sont en échange avec leurs pairs. C'est des moments où les encadreurs ont l'occasion d'apprécier comment est-ce que ceux qui sont leurs cibles réagissent. Donc, ces moments-là également, il faut qu'ils restent sacrés. Et c'est là où j'ai dit, les périodes de vacances, c'est les périodes où on doit plutôt accompagner les jeunes vers d'autres activités. Et c'est là où notre département ministériel... Si je veux comprendre, vous voulez me dire que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les cours de vacances. Même si on sait que les cours de vacances sont en fait des cours de mise à niveau pour les enfants qui n'ont pas réussi leur année scolaire classique. Alors, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas si je dois vous expliquer, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie de dire, s'il faut répondre comme à la CIL par oui ou non, je dirais que je ne suis pas du tout pour les cours de vacances. D'accord. Parce que j'estime qu'une année à 9 mois, l'année scolaire à 9 mois, tout à fait. Si un jeune n'a pas eu l'occasion d'accéder à la classe supérieure, il va recommencer dès septembre. Il faut plutôt analyser tous les paramètres qui ont conduit à son échec. Et si on arrive à mieux cerner ces paramètres, l'année qui revient, il peut reprendre cette année avec beaucoup plus d'aptitudes, beaucoup plus de compétences et il va retrouver son cours normal. Alors, si on n'a pas analysé les éléments qui ont conduit à son échec, on impose plutôt soit qu'il avance, soit qu'il prenne part à des cours de répétition de vacances, sous le prétexte fallacieux qu'il aura eu remise à niveau. Ce n'est pas toujours évident. Or, tantôt, vous parlez des curricula. Il me semble qu'on est maintenant dans la promotion collective. C'est-à-dire que même si quelqu'un a 7 sur 20 de moyenne, il avance avec celui qui a 15 sur 20. Oui. Et là-dedans, ils arrivent en classe supérieure avec des niveaux vraiment déséquilibrés et ça donne le résultat qu'on connaît dans la société. Des gens qui sont à des postes où ils font preuve de beaucoup d'incompétence. Alors, parce que quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec des cours de mise à niveau, oui, ne serait-ce que 4 semaines pendant 3 mois de vacances. Oui, disons, quand je dis je ne suis pas pour, ça ne veut non plus dire que je suis contre les promotions collectives. Mais ce que je remets en question, c'est l'encadrement qu'on donne aux jeunes. Parce que si on essaie de comprendre les causes de son échec, les causes de son retard, peut-être même qu'il n'a pas des aptitudes pour continuer dans le cycle qu'on veut lui montrer. Peut-être qu'il faut le réorienter. Donc, on a l'impression que nous-mêmes, les parents, on veut toujours un peu forcer, je mets forcer entre guillemets, forcer les choses pour que notre fils rentre dans la promotion collective. Et ne soyez pas surpris plus tard qu'on arrive à des situations où quelqu'un a un diplôme, n'arrive pas à passer un concours. Quelqu'un a un diplôme, n'arrive même pas à exécuter les tâches qui sont liées à ce qu'il aurait dû avoir comme compétences. Au niveau de compétences déclarées. Voilà, au niveau des compétences déclarées. Donc je pense qu'il faut peut-être... que les parents, que nous, je dis nous parce que moi aussi... Communauté éducative, les parents, sont les parents, les enseignants, la communauté. Oui, je voudrais de temps en temps reprendre ma peau de parents uniquement, sortir un tout petit peu de la grande communauté éducative où les parents se retrouvent effectivement. Alors, pour dire que parfois, comme parents, on se donne des objectifs par rapport à nos enfants. Oui. Et on veut à tout prix que ces objectifs soient réalisés. On ne tient pas compte de tout ce que l'État a mis en place pour encadrer, pour assurer un meilleur accompagnement. Alors, quelqu'un peut ne pas avoir des aptitudes pour passer de la 6e à la 5e avec ses promotionnaires, ses camarades de promotion. Peut-être qu'il vaudrait mieux
l'orienter pour un autre apprentissage. Donc je pense que il faut voir ça, il faut voir, j'allais dire, peut-être pas l'opposition, mais ce que je dis par rapport aux cours de vacances, je dis il faut absolument essayer de réfléchir sur ce qu'il faut apporter aux jeunes, qui va être efficace, qui va être important pour son avenir. D'accord. Alors, si on revient sur ce communiqué qui interdit les cours de mise à niveau pendant les vacances dans les établissements scolaires, les établissements secondaires, dites-nous, il y a quand même eu des règles établies ou alors édictées par le gouvernement pour les examens officiels qui viennent de s'achever. Oui. Est-ce que les mêmes règles ne peuvent pas être appliquées pour les cours de rattrapage, les cours de mise à niveau? Pourquoi ça exclut cette option? Alors, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions sur ce plateau, mais je voudrais poser aussi la question, la pandémie liée à la Covid est-elle déjà terminée? Alors, si la pandémie n'est pas terminée, ça veut dire que les mesures conservatoires, si on peut dire comme ça, qui ont été prises, devraient rester en vigueur. L'État, en fixant la date de reprise d'apprentissage au 5 octobre, c'est certainement ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer, pour que ce soit plus efficace et que ce soit moins risqué. Alors peut-être qu'il faut qu'on laisse ce temps pour que le gouvernement s'arrange à mettre en place tout le dispositif qui va éviter qu'on arrive à un retour des contaminations. Et qui est hécatombe. Oui, qui est hécatombe. Il faut avoir le regard Vous me faites peur, parce qu'à ce moment, ça veut dire que même la date du 5 octobre, qui n'est vraiment pas loin du tout, est aussi hypothétique. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il faudrait dire que jusque-là, le discours officiel, ce que nous savons, c'est que la pandémie n'est pas totalement éradiquée. Oui. Nous continuons par ailleurs d'observer certaines règles qui nous ont été édictées, ce qui veut dire que la vigilance doit rester de mise. Alors, si on a décidé de ne prendre, je présume, d'en renvoyer à l'école que ceux qui étaient tenus de prendre des examens officiels, il y a de bonnes raisons. Peut-être que ces bonnes raisons n'ont pas encore été totalement examinées. Peut-être que ces bonnes raisons vont connaître leur aboutissement d'ici le 5 octobre. Pourquoi faudrait-il qu'on force absolument? Je ne viens pas, effectivement, j'essaie juste de comprendre, non seulement comme parent, mais aussi comme membre de la communauté éducative, d'autant plus que ces périodes qui semblent libres sont également des périodes où on peut réorienter le jeune à faire beaucoup d'autres activités qu'on pourrait qualifier de bricolage. Justement, monsieur le coordinateur, j'ai quelques inquiétudes. Les centres de loisirs n'ont pas été fermés. On a bien vu que entre le mois de mars et le mois de juillet, peut-être la mi-juillet, on a observé que beaucoup de centres de loisirs étaient fermés et que tout d'un coup, ces centres de loisirs sont ouverts, probablement pour appliquer les autres mesures que le président de la République avait dictées pour être résilient face à la pandémie. Alors, si les centres de loisirs où le trafic, on va dire le trafic humain est assez dense, il est plus risqué. Alors, lorsqu'on va faire des cours de mise à niveau à l'école, on est encadré. Dans les centres de loisirs, je me demande bien comment, vous savez tout ce qu'il y a, Alors, comment vous appelez ça? Les manèges, le terme m'échappe là. Il y a beaucoup de jeux où il y a beaucoup de jeux de socialisation, où il y a beaucoup de contacts humains entre les enfants. Comment vous expliquez que, je ne veux pas accuser le MINJEC, parce que c'est un travail de synergie entre les différents départements ministériels. Comment expliquer que si l'enseignant, le département ministériel qui s'occupe de l'enseignement, prend certaines mesures, celui qui s'occupe de l'épanouissement des jeunes ne cherche pas à savoir dans quel type d'endroit les enfants vont s'amuser les vacances? Alors, je voudrais commencer par dire que la question de loisirs n'est pas spécifique au ministère de la Jeunesse. Nous n'avons même pas déjà... Je sais qu'il y a le ministère du Tourisme et des Loisirs, mais essentiellement... Je parle de l'épanouissement des jeunes. Alors, je voudrais également dire que s'il faut parler d'épanouissement des jeunes, il faudrait voir, vous avez parlé de flux humain. Oui. Alors, dans les écoles, c'est 50, c'est 100, c'est des centaines de milliers de jeunes qui vont dans les salles de classe. Alors que dans les centres que vous qualifiez de centres de loisirs, c'est parfois une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Et quand ils y vont, c'est à des rythmes qu'on peut contrôler. Alors, ce n'est pas pour dire absolument qu'il faut laisser les centres de loisirs ouverts totalement. Vous savez comme moi que le ministère des Sports et des Relations civiques et des Relations physiques n'a pas autorisé le déroulement des compétitions de vacances.
parce que c'est des périodes de grand brassage. Par contre, quand vous avez dans notre environnement les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, nous avons une raison qui est telle qu'on peut recevoir des jeunes. Et d'ailleurs, notre raison va s'intégrer dans les opérations, j'allais dire, particulières mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Tout à fait. Quand on dit fin d'année sans Covid-19, fin d'année civique et patriotique sans Covid-19, quand on rentre dans cette problématique et que vous retrouvez dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes des activités par atelier, les jeunes qui y vont ont un encadrement qui empêche qu'il y ait des contaminations. Les jeunes qui y vont sont orientés vers des ateliers qui n'accueillent pas, j'allais dire, plus de 50 jeunes. Et puis, les espaces sont assez ouverts et bien contrôlés. Et nous avons, non seulement on leur donne à eux des conseils pratiques, mais on en fait aussi des pères éducateurs. C'est-à-dire, quand ils viennent vers nous, c'est les jeunes que nous sensibilisons, nous leur donnons des outils pour qu'eux, cela rentre dans la rue, rentre dans leur famille, commencer aussi ou alors continuer la sensibilisation, non seulement par rapport à la pandémie, mais aussi à d'autres fléaux. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que le fait que certains centres soient ouverts veut dire qu'on a fermé, on a, je ne voudrais pas dire déshabillé Paul pour habiller Pierre, mais tout ce qu'il faut dire, c'est que la synergie au niveau du gouvernement reste intacte. Nous sommes dans notre rôle, qui est celui de donner aux jeunes des possibilités pour un épanouissement complet. Vous parlez de CNPJ. Justement, je ne sais pas, si on entrait un peu dans le type d'activité, dans les détails, il y a des ateliers de couture, des ateliers de fabrication de masques, des ateliers d'informatique. Alors, si je reviens à ce qu'on fait concrètement dans un CNPJ comme celui de référence de Yaoundé à Madagascar, vous allez y retrouver des activités organisées en 3 grandes catégories. Vous avez d'abord des activités socio-éducatives. Et ce que nous mettons dans l'activité socio-éducative, c'est effectivement les apprentissages de langues. Les jeunes viennent là apprendre langue maternelle, langue nationale officielle, apprendre l'anglais, le français, selon qu'on est d'origine, au départ, quelqu'un qui a appris du français, c'est bien celui qui a appris de l'anglais. Ça, c'est un type d'activité que nous menons. Nous avons également des jeunes qui viennent pour le délassement en tapant de la guitare. Ils ne viennent pas déjà avec du talent, mais ils viennent au moins découvrir ce qu'on appelle la guitare, toucher la guitare. Donc, mais nous, non, vous avez des ateliers d'éveil musical. Pas absolument d'éveil uniquement. Nous appelons ça ateliers sociaux, parce qu'il y a un ensemble de petites activités qui sont intégrées, mais qui développent certaines compétences chez le jeune, sans qu'il n'en soit bien conscient dès le départ. Nous avons par ailleurs des ateliers qui travaillent dans le sens de la promotion de la culture entrepreneuriale agricole. Je ne voudrais pas d'entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire que les jeunes qui sont au centre ont la possibilité de temps en temps d'aller dans la ferme-école du centre, voir comment est-ce qu'on procède à l'élevage des poulets. La perspective, ou d'autres choses. Ou d'autres choses, par exemple. Ou même des lapins, ou même les cultures maraîchères, comment ça se déroule. Là aussi, c'est un atelier. Bien évidemment, on a donc aussi l'occasion qu'on leur donne d'échanger à travers des conférences, de danser. Et quand ils dansent... D'apprendre à conduire, de maîtriser le code de la route. Apprendre à conduire. Et là aussi, il faut comprendre que pour nous, quand il y a break avec l'école, il y a 2 mois, et pendant ces 2 mois, le jeune qui a atteint ses 18 ans, il peut rentrer à l'école en octobre avec déjà, j'allais dire, un autre diplôme, puisque le permis de conduire, en lui seul, c'est déjà un gros diplôme. Donc, c'est des opportunités qu'on leur donne pour des formations complémentaires. They say driving certificate. Si je ne me trompe pas. Yes, that's it. OK. Donc, on essaie de tout faire pour que ces jeunes soient dans de meilleures conditions, pour que l'impression qu'on peut avoir qu'ils n'ont rien à faire à la maison soit plutôt comblée. Donc, je voudrais profiter d'ailleurs pour dire il y a des structures comme les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui offrent aux parents de réelles opportunités d'encadrer les jeunes pendant ces vacances, qui donnent également aux jeunes de garder l'esprit sur l'essentiel, qui est leurs objectifs de vie. Parce que c'est ce que nous créons beaucoup plus pendant les vacances, la dispersion. D'accord. Alors, pour finir par où on a commencé, les cours de vacances, c'est-à-dire les cours de mise à niveau, c'est utile, mais ce n'est pas à généraliser.
si je vous ai bien suivi. Les cours de mise à niveau peuvent être utiles en temps de classe de façon ordinaire. Peut-être qu'on est dans la dynamique de l'année scolaire. Le gars a quelques retards, il faut essayer de les rattraper. Mais pendant les vacances, il faut bien utiliser ces vacances, ces moments de vacances. Non seulement ça permet aux jeunes de pouvoir apprendre, mais aussi il faut laisser l'esprit se reposer. Il faut laisser l'esprit se reposer. Malgré toutes les casses qu'il y a dans les maisons. Bon, les casses, c'est aussi ça la fierté d'être parent ou d'être grand-père. C'est ces casses-là qui nous rendent gais, qui justifient notre joie. D'accord. Armand Pierre, le coordinateur de l'Observatoire national de la jeunesse, merci d'être venu à Twilight. On espère vous retrouver une autre fois pour d'autres sujets concernant l'épanouissement, l'encadrement de la jeunesse camerounaise. C'est nous qui vous remercions et je voudrais profiter encore une fois de cet espace pour inviter ceux des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans, qui n'ont pas encore pu s'inscrire à l'Observatoire, d'y aller. Parce que là-bas, et le parent a d'ailleurs intérêt à, je ne voudrais pas dire pousser le jeune à s'inscrire, parce qu'avec l'Observatoire, le jeune a un conseiller en insertion, un tuteur, qui va l'aider à gérer les moments qui semblent difficiles. Et cela est important, non seulement pour le jeune, mais aussi pour le parent. La question, c'est est-ce que les moments de vacances, c'est pour faire des cours, ou alors c'est pour contribuer d'une manière à la réalisation du projet professionnel du jeune. Ça, avec les conseils en insertion, quand on inscrit à l'Observatoire, on a la réponse. J'ai cru que vous allez nous dire que c'est à l'Observatoire national de la jeunesse qu'on peut obtenir sa carte bio. Bien sûr, la carte jeune biométrique. C'est une carte qui c'est la carte de tous les avantages. Je crois que si on ne l'avait pas créée pour les jeunes, si les jeunes doivent au moins dire connaissance au gouvernement, du fait qu'il y a la carte là, il faut qu'ils s'enregistrent. Elle est accessible. Il suffit d'être inscrit. Et même, en ligne. Nous allons lancer dans les tout prochains jours, le ministre de la Jeunesse a autorisé une importante mission qui va se déployer pour procéder à l'enrôlement massif, à la production massive des cartes jeunes biométriques. Je dois leur dire, je garde encore que je dans ma bouche, il y a plein de partenaires dont le meilleur est à venir. Merci infiniment. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, vous regardez Twilight sur CRTV News. On va s'arrêter quelques instants et se retrouver juste après. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partis dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicules ». CRTV News, ici, toute l'info. Assomption 2020, l'Église implore l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'harmonie dans les familles et pour la victoire sur Covid-19. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Père Patrick Issomo. Bonsoir.
Bonsoir Gisèle. Bienvenue à Twilight. Merci, bonsoir aux téléspectateurs de Twilight. Vous êtes le recteur du séminaire des Lazaristes en Colafum, sur la route de Colbison. Si. Alors c'est une congrégation qui n'est pas très connue, mais je sais aussi dire ici que ce n'est pas la première fois sur le plateau de CRTV News. Oui, et merci de toujours nous adresser une invitation pour plus de visibilité de ce que nous sommes et ce que nous faisons. D'accord, dites-moi, à l'entame de ce deuxième thème de Twilight ce soir, comment est-ce que vous avez célébré la fête de l'Assomption de Marie, on va dire l'élévation de Marie au ciel, dans votre congrégation ou alors personnellement? Nous la célébrons comme congrégation dans le respect de la tradition liturgique de l'Église, qui voudrait que chaque 15 août, il y ait une célébration eucharistique au cours de laquelle nous disons la gratitude du peuple de Dieu pour le don de la Vierge Marie dans le privilège qui lui a été accordé d'être élevé dans la gloire du ciel par son Fils. Alors moi, personnellement, je me suis retrouvé dans la paroisse où je suis collaborateur, la paroisse Sainte-Agnarité de Biémassy City. J'ai fait un coucou au curé et aux paroissiens, avec la communauté anglophone à 7h30. Et bon, dans le respect de la réalité actuelle, on n'est plus le nombre qu'on pouvait être dans cette magnifique église de la capitale. Et on s'est retrouvés pour écouter la parole prévue par la liturgie du jour, offrir le saint sacrifice de la messe pour rendre grâce à Dieu en l'honneur de Marie. Alors, avant qu'on ne s'attarde de manière plus profonde sur les messages essentiels à tirer de cette journée dédiée à Marie, je voudrais savoir, Assomption, Ascension, Assomption, Marie enlevée, corps et âme, au ciel, Assomption. Dites-nous, pourquoi nous nous embrouillons sur ces termes? Les réalités de la foi ne sont pas simples, il faut le dire, mais tout se comprend dans la différence des personnages mis en jeu. D'accord. Dans l'Assomption, dans l'Ascension, il faut bien commencer par le Christ. Dans l'Ascension, il s'agit de Jésus qui retourne dans la gloire du ciel. Il est Dieu et il retourne dans la gloire. Le mouvement n'est pas assumé par une réalité autre. Dans l'Assomption, Marie jouit du privilège que lui accorde son Fils parce qu'il est Dieu. C'est un peu le processus par lequel l'Église est passée dans la formulation de ce dogme. Elle jouit du privilège d'être élevée dans la gloire par son Fils. Elle qui, à l'aube du salut, a fait preuve d'une foi grande, qui s'est faite disponible, qui s'est faite persévérante et qui a été préservée, comme nous le croyons, déjà du péché originel. Bon, elle jouit donc de ce privilège. Jésus est Dieu et il peut accorder ce privilège à sa mère et nous croyons. Et cela a été déclaré ainsi par l'Église, par le pape Pie XII en 1950. Mais avant cette déclaration officielle, l'Église vivait déjà dès les premiers siècles cette dévotion particulière à Marie. Alors, si vous acceptez, je vais vous inviter, et les téléspectateurs aussi, à regarder ce reportage qui nous replonge dans la célébration de la montée au ciel de Marie ce 15 août, c'était samedi dernier. Regardez. Pure, vierge et immaculée, les fidèles de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi ont trouvé en la Madone de l'Assomption leur modèle. La Vierge Marie est notre maman. Quand on a besoin de quelque chose, on s'adresse directement à elle. Dans un contexte mondial marqué par la pandémie du Covid-19, comme ce fut le cas dans l'Évangile pour Élisabeth, c'est un message d'espérance qui fait tressaillir le peuple d'Etoudi. Cette fête a été une bonne réponse, elle est venue au bon moment, car en fait, elle nous relance. Tout au long de cette fête d'Assomption, s'est dégagé un enseignement d'espérance, un enseignement de l'assistance de Dieu. Marie élevée au ciel avec son corps et son âme, fait de Marie un être exceptionnel, un être toujours présent dans notre univers. À l'ombre des grands bras de la mère du Sauveur de l'humanité, comme touchée par la grâce, des sacrements ont été administrés aux appelés du jour. Merci Éric Laouna. Alors mon père, dites-moi, parmi les messages essentiels qu'il fallait retenir samedi dernier, fête de la montée de Marie au ciel, il y avait ce message qui vient tout le temps
parce que les autres seront un peu contextuels, c'est qu'aujourd'hui, Marie doit demeurer un modèle pour tous les fidèles chrétiens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la mode, avec la conjoncture, une jeune fille, une jeune femme, une adulte camerounaise, une grand-mère camerounaise peut vraiment vivre et faire revivre le modèle de Marie dans sa vie? C'est vrai que j'ai utilisé le mot « vie » plusieurs fois. Je pense qu'il y a, pour commencer par répondre de façon positive, il y a des chrétiennes, femmes, qui s'efforcent d'incarner, d'imiter les vertus que nous contemplons, que nous observons dans la vie de Marie. Le contexte à l'époque de Marie n'était pas moins exigeant que le nôtre, hein. Chaque époque a ses défis. Il faut dire que chaque époque a ses réalités. La conjoncture de chaque époque appelle toujours à un témoignage particulier. Et aujourd'hui, la jeune fille, la femme en général de notre époque est confrontée à des réalités qui n'empêchent pas, que le oui à Dieu soit authentique, qu'il soit crédible et qu'il soit fécond. Le oui à Dieu, à l'image de Marie, c'est un oui dans la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance qui, même au milieu du doute, s'en remet à la fidélité de Dieu. Alors, le récit de l'Annonciation, par exemple, si nous rentrons dans le récit de l'Annonciation fait état d'un besoin de compréhension de la part de Marie. Tu vas enfanter, et comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge. Et alors, il y a une disposition d'ouverture et d'accueil d'abord, et ça fait qu'il y a possibilité de comprendre. La jeune fille d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, elle aussi est confrontée à des situations incompréhensibles, mais la disposition... Elle doit s'abandonner à Dieu. La disponibilité intérieure est première, et c'est une grâce. C'est le Seigneur qui l'accorde. Et être en état de grâce, ce n'est pas tant le fait d'une conquête que le fait d'une vie humble toute présente au Seigneur. Alors, tantôt, on a entendu une expression assez agréable. Le Père qui parlait tantôt, a dit un être exceptionnel. Et on nous demande de vivre à l'image de la Vierge Marie. C'est dire que Marie est le symbole de beaucoup de choses. Symbole de la patience, symbole de l'écoute, symbole du pardon. Marie, c'est quoi? Le Père a dit juste, en parlant de Marie, comme étant un être exceptionnel. Il faut dire que c'est dans l'ordinaire de la pratique d'une foi toute simple qu'elle se révèle donc comme une personne. Donc, c'est dans l'ordinaire de la fidélité que Marie se révèle donc comme un être exceptionnel. Et justement, l'Évangile dans l'Église et même le mouvement liturgique entraînent à contempler justement ces vertus. Pas un être mystérieux. Pas un être mystérieux, mais un être ordinaire qui s'est ouvert, et s'est ouverte, Marie, à la collaboration avec Dieu. Et c'est le défi de la foi aujourd'hui. Comment nos contemporains, dans les différents états de vie, peuvent risquer encore l'aventure de la foi comme Marie, même au milieu des promesses et des difficultés. Alors, c'est le modèle donc d'une foi confiante, une foi persévérante, et même une foi endurante, parce que voyez-vous bien que lorsque Siméon va annoncer à Marie que voilà, tout ce qui est dit de l'enfant et tout, c'est bien beau, mais la douleur te transpercera le cœur comme un glaive. Ce n'était pas une prophétie réjouissante, mais ça n'a pas arrêté l'élan de collaboration au projet divin de Marie. Elle a vu mourir son fils. Elle a été jusqu'à la croix. Oui. Et elle a été, après ces événements, au milieu des apôtres, au moment de la naissance de l'Église à la Pentecôte. Donc c'est le modèle d'une foi persévérante, endurante. C'est les défis d'aujourd'hui. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait abandonner non pas seulement la foi, mais tout projet. Et Marie est le modèle de celle qui dit, voilà, la promesse qui a été faite ne peut ne pas se réaliser parce que Dieu ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Alors, parmi les messages que j'évoquais au début de notre entretien, on a entendu l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, dire « Soyez responsables les uns des autres ». Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que nous devons entendre ça, nous fidèles, nous citoyens? Il faut enraciner le message important et pertinent de l'archevêque dans son contexte biblique. Oui. Vous vous souvenez de l'épisode d'Abel et Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Dieu, dans son projet, nous établit responsables les uns des autres. Et la réponse de Caïn est la négation
de ce devoir originel de responsabilité les uns. Mais suis-je le gardien de mon frère? Et vous savez toute la suite de l'histoire. Alors l'archevêque rappelle qu'en ces temps où les idéologies contraires à celles de la promotion de la vie, à celle de la promotion des relations bonnes entre les personnes, ces idéologies contraires sont en train d'avoir pignon sur rue. Il est temps de rappeler un peu l'identité originelle de l'humain, l'identité originelle de la communauté humaine, dans ce monde que le pape François décrit comme étant la maison commune. Alors c'est une responsabilité les uns sur les autres. Ça veut dire nous devons trouver le moyen aujourd'hui d'inventer ces formes de responsabilité-là en combattant le contraire de cela. Alors dans des familles où on se jalouse, dans des communautés où on se jalouse, dans des espaces même professionnels où on n'est pas admiratifs les uns les autres, mais dans une concurrence déloyale, c'est clair qu'on ne va pas dans la promotion de l'autre, c'est dans ce sens-là. Alors le message de l'archevêque par rapport au contexte, aussi lié aux dernières exactions qui ont été commises ces derniers jours. Et avec tout ce que nous vivons, je crois que plus que jamais, il faut faire entendre à l'humanité, déjà d'abord cette solidarité dans le genre. Nous sommes de la race humaine et nous devons promouvoir cette race à travers donc cela. L'Évangile trouve donc le moyen d'ouvrir d'autres brèches, de faire d'autres propositions. Et les pasteurs de l'Église catholique, au premier rang desquels l'archevêque dans le cadre de Yaoundé, se font donc les porte-étendards de ce message-là. Je crois que plus que jamais, il faut faire entendre cela à notre temps. Alors, comme on dit Marie, on dit maman et on reste responsable, soyez responsables les uns des autres. Dans la famille, ça se dit aussi. Mais un peu avant, je crois bien que l'archevêque a aussi dit qu'il fallait invoquer la puissante intercession de Marie pour demander au Seigneur de nous accompagner dans l'effort de croissance intégrale de la famille. La croissance intégrale de la famille. Quand une phrase comme celle-là est prononcée un jour dédié à Marie, le 15 août, nous les fidèles, je ne vous demande pas de faire le commentaire composé de l'homélie de l'archevêque, mais peut-être pour une masse plus grande, qu'est-ce que nous devons retenir? Disons que l'homélie de l'archevêque fait office d'un enseignement, un enseignement de foi. Et les enseignements de la foi chrétienne visent la formation, la transformation, une véritable transfiguration humaine intégrale. Tous les secteurs sont concernés. Et la famille dans la foi chrétienne, dans l'Église catholique, c'est l'Église domestique, c'est la cellule de base de toute société. Alors, nous sommes convaincus, et c'est ce que l'archevêque exprime, que l'intercession de Marie, elle qui est membre de la Sainte Famille Marie, Jésus, Joseph, l'intercession de Marie peut aider à la cure dont nous avons besoin aujourd'hui, que de scandales dans les familles, que de crises dans les familles. Alors, il faut retenir que par l'intercession de Marie, les familles peuvent trouver le moyen de se reconstituer, de faire face aux crises. Elle est mère d'une famille qui a connu la crise de Jésus qui est resté au temple. Mais on voit comment ça se passe. Donc, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité parentale, la responsabilité familiale et à l'échelle plus large, la responsabilité dans la société. Mon père, on ne va pas se quitter comme ça. Il est l'heure de prendre des nouvelles sur CRTV News. Il est 19h. On va prendre une légère pause. Puis on retrouvera Gaël Obono pour l'actualité de ce soir. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte. Parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Bétier Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news.
Si vous nous prenez de court, sachez que vous regardez Toilette sur CRTV News et c'est l'heure de retrouver Gaïa Le Bonneau pour nous partager des nouvelles, les nouvelles de ce jour sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Alors je souris parce que c'est plus de peur que de mal au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Oui, absolument. Plus de peur que de mal au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce que l'on prenait pour une menace de bombe n'était rien d'autre qu'un minuteur. Le ministre Joseph Lé l'a rassuré ce jour durant un point de presse. Il cite, je cite, « Un objet suspect a été repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs. Ce carton a été saisi, les documents à l'intérieur ont été également saisis. Le bâtiment du ministère a été sécurisé et a été passé au peigne fin par les forces de l'ordre et le ministre Joseph Lé rassure, le bâtiment du ministère de la fonction publique est sécurisé. Nous l'écoutons dans cet élément. L'objet suspect a été repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs. Ce carton se trouvait à l'intérieur du bâtiment, plus précisément au deuxième étage. Aussitôt alerté, nous avons, grâce au concours des forces de sécurité, fait évacuer le bâtiment afin qu'on puisse sortir de police. A été, comme je viens de le dire, évacué par mesure de précaution. Je me dois également de préciser que aucune perte en vie humaine ou même aucun incident physique n'est à déplorer par rapport à notre personnel. Autre information triste, la ville de Muyuka, dans la région du sud-ouest, a été il y a quelques jours le théâtre d'un horrible assassinat. Dans une vidéo de 20 secondes, une jeune femme a été violemment assassinée à coups de machette, une situation qui a suscité plusieurs réactions. Nadia Amana nous en dit plus dans ce reportage. Pour Human Rights Watch, les actes de violence contre les populations civiles enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest portent la signature des combattants séparatistes. Dans sa publication du 14 août dernier, l'organisation s'est jointe à d'autres pour condamner fermement le crime odieux commis à Muyuka dans le sud-ouest. La victime, Conforte Thomasson, accusé de collaborer avec l'armée camerounaise, avait été décapité, son corps abandonné dans la rue. Les séparatistes continuent de commettre de graves violations des droits humains dans les régions anglophones avec une impunité quasi totale. Face à la morosité de l'état des lieux, l'organisation internationale exige que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces actes. Leurs dirigeants doivent immédiatement mettre fin à la violence contre les civils et les partenaires internationaux du Cameroun. Aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit imposer des sanctions ciblées aux dirigeants séparatistes responsables de ces exactions. De la même publication de Human Rights Watch, il ressort que plusieurs combattants séparatistes condamnent ces barbaries, pendant que d'autres accusent l'armée d'être à l'origine de ces exactions. Une accusation très vite rejetée par le ministre de la Communication. Et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme était en conclave ce matin à Yaoundé. Contexte sanitaire oblige. Les travaux se sont déroulés en visioconférence et à huis clos et ont été présidés par son président Peter Mafani Moussongué. Les membres de la commission ont planché sur les stratégies de déploiement dans les ministères les jours à venir. Il sera question d'évaluer le niveau d'implémentation du bilinguisme dans ces ministères. Rendons-nous à présent sur les chantiers routiers de la capitale pour une évaluation globale. Arrêt sur l'axe Nkolmeseng, Mimboman, lycée bilingue des Sos. Un chantier qui suscitait beaucoup d'engouement il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, le constat est réel. Les travaux ont perdu de la vitesse. Aboubakar Abou nous en dit plus.
Axe Colmessen, terminus Mimboman, lycée bilingue des Sos, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Les chantiers routiers ne tiennent toujours pas la route. Annoncé expéditif pour cette année 2020, les travaux ont progressivement perdu de leur vitesse de croisière, jusqu'à leur arrêt presque total. La route traîne le pas et le développement sommeille toujours dans les parapheurs des acteurs en charge du secteur. Des acteurs qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Les habitants bénéficiaires espérés de demain sont restés les simples victimes d'hier. Trop de poussière, trop d'accidents, donc nous sommes vraiment fatigués. Depuis, on avait espoir que la route va vraiment passer. Mais depuis, on attend, rien ne se réalise. Pourtant, ailleurs, on voit comment ça se goudronne déjà. Le ronflement plaisant des machines a laissé place à un silence assourdissant que viennent combler les murmures et pleurs des habitants. Nous implorons le gouvernement que les citoyens que nous sommes, qui ne nous oublient pas pour ce tronçon de route qui ne cesse de nous rendre malades. Et pour ne pas arranger les choses, la saison de pluie en cours mouille toutes les envies d'une relance des travaux. On nous a déjà donné plusieurs rendez-vous. Nous croyons que cette fois-ci, ça pourrait être, je ne sais pas quand est-ce que ça peut se passer, mais nous attendons toujours. Nous voudrons que ça soit fait parce que nous souffrons beaucoup. Mais il y a du bon, comme ici, à Mimboman. Les ouvriers appuient sur l'accélérateur. Ils ont presque atteint la vitesse de livraison. En tout cas, les populations caressent encore la promesse d'une cité qui roulera sur les sentiers du progrès, menant au carrefour des grandes opportunités. Et bonne nouvelle pour le Cameroun. Selon l'agence de notation Moody's, le pays affiche une belle stabilité face aux répercussions de la pandémie à coronavirus, mieux que ses voisins d'Afrique centrale. C'était lors d'une série de révisions des notes souveraines en Afrique et en Asie. Lorraine Sangwa, compte rendu. Mention assez bien pour le Cameroun, en dépit d'un environnement économique mondial morose. Selon l'agence de notation Moody's, le pays montre une belle stabilité et présente des atouts lui permettant de faire face aux répercussions post-pandémie. Tout était pourtant parti d'un mauvais pied depuis le mois de mai, où l'agence a tour à tour placé l'Éthiopie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sur surveillance en vue d'une éventuelle dégradation en mettant les risques de pertes financières. En dépit de tout, la locomotive de la CEMAC repart à plein gaz. Après révision des notes, le Cameroun a ainsi vu la reconduction de sa note à B2, accompagnée d'une perspective de stabilité. Selon les experts de l'agence de notation, le Cameroun bénéficie de plusieurs atouts, notamment la diversité de son économie, le renouvellement anticipé du programme avec le soutien du FMI et à son appartenance à la CEMAC atténuant les risques de vulnérabilité externe. Cet état de choses impose néanmoins un effort soutenu des membres de la sphère économique nationale. Pas de cours de remise à niveau durant cette période de vacances. La décision du ministre des Enseignements secondaires était rendue publique ce week-end. Dans les établissements concernés, les cours ont été suspendus et les promoteurs procèdent au remboursement de l'argent déboursé par les parents. Le constat de Victor Lema. Aucun établissement n'a dérogé à la règle. Les portes sont ouvertes uniquement au personnel administratif et aux parents pour des renseignements et d'éventuelles inscriptions. Comme c'était une instruction, il était question pour nous de l'implémenter ici. Bon, l'avantage que nous avons, c'est que nous n'avions pas encore commencé ces cours en réalité. Pourtant, ces cours étaient perçus comme une belle opportunité de remise à niveau pour ces élèves qui ont connu une année trouble. Personnellement, ces cours devaient être salutaires, à la fois pour les élèves, pour les établissements et pour les parents. Parce que vous vous souvenez que la décision du chef de l'État de suspendre les cours est tombée le 17 mars. Et la plupart d'entre eux sont au quartier depuis 7 mois aujourd'hui. Les parents qui avaient déjà versé la pension requise sont automatiquement remboursés. Nous avons vu le prestataire et comme il avait déjà encaissé certaines sommes venant
des parents, nous lui avons demandé d'être ici en permanence pour accueillir les parents et procéder au remboursement de façon progressive. La loi est dure, mais elle a ses raisons. Les élèves devront encore attendre le 5 octobre prochain avant de renouer avec l'ambiance des salles de classe. En sport, vous nous amenez hors de nos frontières pour parler des FC Barcelone foudroyés. Tout à fait, c'était la grande actualité de ce week-end. Le FC Barcelone foudroyé par le Bayern de Munich, 8-2. Et bien sûr, nous en parlons dans cette revue de Willy Abenaï Somba. Fait le point des résultats de toute l'actualité sportive de ce week-end. Demi-finale de la Ligue Europa, le boublier de Séville a piégé Manchester United 2-1. D'abord mené, les Andalous ont renversé la vapeur. Les réalisations de Séville portent les extampés de Jesus Joaquim alias Suso à la 26e minute et Luc de Jong à la 78e minute. Le FC Séville se qualifie en finale de la Ligue Europa et affrontera le vainqueur du choc Inter-Shakhtar disputé ce samedi à 20h. En Champions League, l'Olympique lyonnais de Kaltokwe Kombia a surpris Manchester City 3-1 et file en demi-finale. Maxwell Cornet pour l'ouverture du Munich a foudroyé le FC Barcelone 8-2 en quart de finale et s'envole. Pour les demi-finales où il affrontera Lyon tombeur de City, la rencontre, outrageusement dominée par les Bavarois, est devenue un match historique puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe marque 8 buts en phase finale de la compétition. Les demi-finales seront donc franco-allemandes. Le Paris Saint-Germain sera face à Leipzig et Lyon devra réussir un autre exploit contre le Bayern de Munich. Voilà qui met un terme aux 19h. Merci d'avoir été des nôtres. D'ailleurs, le bonhomme, merci d'être venu sur CRTV News, Twilight plus précisément. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Mesdames, Messieurs, on va continuer avec l'entretien, le deuxième entretien de ce soir après une petite inspiration. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens paient de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de la GIE, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant donc, arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouche, on peut tout, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV. Père Patrick Isomos, recteur du séminaire de Lazariste en Kolofum, sur la route de Kolobusson, ici à Yaoundé. On se sépare dans quelques secondes, mais je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander comment vous faites pour pallier coronavirus dans votre congrégation. Alors la congrégation de la mission au Cameroun, il faut le dire, sous la houlette de notre supérieur provincial et en lien avec tout ce que nous appelons la famille vincentien, les différents mouvements liés au charisme de Saint Vincent de Paul, a organisé une riposte. On appelait cela caravane de riposte contre le Covid. Alors, après avoir monté un projet qui a connu un grand soutien, on a organisé une caravane de sensibilisation et de distribution des kits pour lutter contre le Covid et qui s'est déployée, peut-être pas dans tout le pays, mais dans certains endroits. Nous avons été à l'Est, dans le diocèse de Batouri, nous avons été au sud-ouest, dans le diocèse de Boya, nous avons été dans le littoral, dans la ville de Yaoundé, dans l'archidiocèse de Yaoundé, nous avons fait un certain nombre de paroisses et de lieux où nous sommes présents. Donc, nous ne sommes pas restés indifférents à cela. Nous nous sommes dit il faut aller dans la logique, puisque l'archevêque de Yaoundé dit, donner une visibilité à la réaction de l'Église qui n'est pas insensible, indifférente à cette pandémie. C'est comme ça que nous sommes déployés et nous avons clôturé la caravane dans la ville de Bafoussam tout récemment. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu qui nous aide à
soutenir ceux qui souffrent et nous continuons à invoquer l'intercession de Marie pour vaincre cette pandémie par le respect des mesures barrières et la prévention sous toutes ses formes. Père Yessomo, merci beaucoup d'être venu à Twilight. Merci à vous pour l'invitation. Merci et bonne suite. Merci infiniment. Avec la complicité de la réalisation, nous allons tout de suite prendre le supplément. Il est sport. Nous sommes lundi. Was the professionalization of Cameroon's league football a bad idea? And did the actors foresaw the aftermath? The consequences have spread for far too long, and the stakeholders are feeling the heat. Do you know what my gate fee has been for this season? 500,000. Union Douala, 500,000 gate fee. Après 9 ans, nous avons toujours l'impression que nous n'avons pas décollé. Et là, ça parle sérieux. C'est davantage au niveau de l'organisation, au niveau de l'image. L'image même que ce football la reflète au niveau national, au niveau international. For 2 days, club presidents from the Elite 1 and Elite 2 rallied here in Bankomo, Yaoundé, to chat proposals for the rejuvenation of their leagues. The men who run clubs say the leagues are in bad state, despite FECAFOOT and government's efforts to keep them floating. The symposium ran from Saturday, August 8 to Sunday, August 9, 2020, wherein the president, about 30 in number, came under a banner known as a collective of club presidents. Saturday morning, they assembled on the courtyard of their hotel in Bankomo, waiting for other members. Soon, they were here, and the procession to the conference room started. Because the members initially had different ideas, the first minutes in the conference room were tense. We could only film behind these doors. Varied ideas ran through the table, with some club presidents thinking others were too soft on the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. But the presence of football legend Roger Milla, who was invited as an honorary guest, lightened the atmosphere. Je ne sais pas où est-ce qu'il est là. Même comme tous deux là sont des canons. Ils savent que dans tous les clubs où je joue, même étant un père, j'ai gagné toujours le canon. However, Milla reminded them where the country's football is and urged they come out with thoughtful proposals. Quand le football, notre football est à ce niveau-là, vous-même les présidents de club, vous êtes à quel niveau? Vous êtes encore plus bas. Et ce n'est pas normal qu'un président de club soit plus bas que le football lui-même. Vous devez être là haut et le football vous suit. C'est vous qui devez bien gérer. C'est vous qui devez bien gérer ce football pour accompagner tous ces jeunes enfants qui jouent. Mais que nous soyons à haut niveau où nous sommes, c'est trop grave. Vous pouvez me dire combien d'années un club de Cameroun n'a pas traversé le premier tour d'une compétition continentale. Nous étions des habitués, soit à la coupe des vainqueurs de coupe, à la coupe de club champion. J'aimerais que en sortant de ce symposium, que vous sortiez avec des résolutions qui puissent faire avancer notre football. The men continued the session, and soon it was time for a brief break. At this point, they could give their thoughts. Il faut mener une réflexion profonde, faire des propositions à la hiérarchie, à savoir la fédération et le ministère des Sports. Parce que nous sommes face à un défi. La volonté manifeste du chef de l'État nous a gratifié des installations sportives. Et quand nous regardons ça, on se pose bien la question, est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? D'où la volonté et l'initiative de s'asseoir tout autour pour se projeter
à court, à moyen, à long terme. Nous avons besoin de clubs, de nous réunir autour d'une table et de voir quels sont nos problèmes. En fait, depuis 9 ans qu'on a mis sur pied la Ligue, si vous voulez, le professionnalisme au Cameroun, on s'est rendu compte qu'il y a d'énormes problèmes et qu'on n'arrivait pas à décoller. C'est pour cela que certains d'entre nous, parce qu'il y a des échanges dans nos forums qui, ma foi, démontrent à suffisance qu'il y a une tension, il y a un malaise, il y a une colère que nous vivons. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table pour en débattre et trouver les voies et moyens pour sortir de là. Persistent cash shortage and lack of sponsorships are the main worries of the president. Government should encourage the support of football and professional football. What people should understand, what you should understand is that we are doing a public service by keeping the youth busy, by giving them work, giving them opportunities. We're employing a lot of people. So we need support from government. You don't say it enough. What we helped the peace in this country for the last 2 years. At times where there was no activity, the only activity that was happening was football. Government should be aware of that. That's the fantastic thing behind football. That even when people are fighting, when it's time for football, everything quiets. So we are playing a very big role. And it takes government to support and assist us. Because we are not yet standing. Yes, it's been 9 years since they declared professional football. We are not standing yet for many, many reasons of which we are discussing about and trying to find solutions. But the truth is that we need more than government support. In other countries, companies are obliged to bring some support to professional football, to give an incentive in the development of professional football. So that is what we are expecting, amongst other propositions that we'll make to government and to our FA for the development of Cameroon professional football. The Elite 1 and Elite 2 usually get subvention from the Ministry of Sports and Physical Education and FECAFOOT, but they did not receive from the former last season. This year clubs did not receive what they normally receive from the government. That has to do with the subvention that goes for the salary of players. It was a very, very difficult year. So this platform gives us, an opportunity to start looking for other alternative sources of income. You know what I mean? Because we understand that the government is not going to continue financing the elite clubs on a permanent basis. So we thought that it was time for us to start looking for other sources of income that can, make elite clubs to be sustainable, because without finance, it is totally impossible for clubs to run. That, along with long-standing problems, have put football in peril. Football's world governing body, FIFA, put out $1 million, close to 600 million FCFA to FECAFOOT as a COVID-19 bailout plan recently. Yet the clubs say it isn't enough. One of their main source, gate takings, have dipped over the years. How can you do sponsorship when you're not playing at home, when you're not playing on stadia? Union Douala for 3 years, I've been playing in Limbe. You have a sponsor that is your clientele, you're the public, the people that are interested to watch your team are in Douala, and your team is playing all their matches in Limbe. Which sponsor will follow you? I had sponsors. Many of them are no more coming because no visibility. We played 3 years out of Douala. Do you know what my gate fee has been for this season? 500,000. Union Douala, 500,000 gate fee. Meanwhile, 4 years ago, I had 15 million gate fees. That was our sports supplement this Monday night, and Daniel Ekonde was our man on the beat. It was about the 2-day symposium to talk through problems faced by Elite 1 and Elite 2 in Bankomo around Yaoundé. Organized by the president from the various clubs, the meeting aimed at drafting proposal 9 years after its creation. Mesdames, Messieurs, Toilette prend fin ici. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir.
CRTV News, ici, toute l'info.